Est-ce que tu as un exemple précis d'un enfant anorexique ou obèse qui soit venu te voir avec des problématiques relativement insurmontables que tu es arrivé, toi, à déceler et soit à faire maigrir, soit à faire grossir? C'est peut-être plus facile d'ailleurs de retrouver la faim et le goût de manger que d'arriver à se priver, de rester dans des frustrations. Je vais dire quelque chose qui va être très paradoxal. Il est plus facile de traiter les anorexiques que les boulimiques. Oui, ça se comprend. Hein. Parce que les boulimiques ont honte de leur état et rompent la relation thérapeutique, alors que les anorexiques, c'est un combat. Et puis il y a ce qu'on peut appeler la grossophobie aussi. Il y a la grossophobie, le surpoids, c'est la cause numéro 1 du harcèlement en classe. Et donc, j'ai un vrai optimisme sur l'anorexie. À partir du moment où on ne les sépare pas de leur famille, où on maintient leur scolarité, on les hospitalise s'il faut, on les sonde s'il faut. Parce que le meilleur antidépresseur, c'est pas la sertraline, c'est 3 kilos. Et puis, après, il y a des formes alternances, anorexie, boulimie. Il faut parfois les réhospitaliser. J'ai plusieurs exemples comme ça. Une fois, je fais sortir une anorexique trop tôt. Elle avait pris 4-5 kilos, il y avait le bac, donc je voulais la faire aller à ses épreuves du bac, elle rechute. Je la revois avec ses parents, je dis il faudrait hospitaliser, elle crie non, je dis si, il faudrait hospitaliser, je suis désolé, tu passeras le bac en septembre, à l'épreuve de septembre. À ce moment-là, il se passe un truc fabuleux, le père me tape sur l'épaule, il me dit tenez bon. Donc c'est bien. C'est l'alliance thérapeutique résume tout. Il faut être en alliance avec elle aussi. Et savoir aussi que tant qu'elle manipule, c'est bon signe. C'est quand elle manipule plus qu'elle m'inquiète. Parce qu'elle veut tuer la maladie qui est plus forte qu'elle. Parce que c'est la seule maladie où la maladie commande au sujet qui la porte. Là, tu vois, c'est la question suivante, elle arrive parfaitement. Est-ce que ça t'arrive, toi, de te mettre, toi, en consultation avec eux? Alors, je prends des exemples de mon vécu souvent en consultation. Ou alors, je dis des consultations où ça n'a pas marché de mon fait, quoi. Tu vois, j'ai été maladroit à ce moment-là avec un garçon que j'ai pas voulu écouter sur un propos où je me suis opposé, et je suis en train de refaire la même chose avec toi. Alors, dire une erreur, dire qu'on n'est pas infaillible, c'est essentiel, parce qu'il y a des psys qui se croient infaillibles. Ils m'étonnent toujours, quoi. Quand je discute entre psys, il y en a qui disent, surtout les théoriciens, et qui disent, oui, c'est Mahler, c'est Winnicott, Dieu sait si j'adore Winnicott, mais en même temps, Winnicott était vraiment un révolutionnaire parce qu'il s'intéressait qu'à la clinique. Et toute son hypothèse théorique, c'est d'abord la clinique. Ce qui compte dans la théorie, c'est pas la théorie, c'est de comprendre la théorie grâce à la clinique, grâce à la relation. Cela t'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui sont sous, allez, on va exagérer un peu les propos, mais sous l'emprise du diable, qui serait à deux doigts, d'être exorcisable ou exorcisé, quoi. Le diable a un peu perdu de notoriété, quoi. Comme Napoléon, il y avait dans les états délirants, je me prends pour Napoléon à une certaine époque, et le diable a un peu perdu. Les zombies, les morts vivants reprennent beaucoup de sens. Avec les séries sur... C'est plus... Par exemple, l'autre jour, à la Vieille Charité, où j'ai amené Louise, elle avait assez peur des momies, quoi. Parce que c'est des vraies morts, alors que les morts imaginaires, les zombies, les fantômes aussi ont perdu un peu de leur notoriété au bénéfice de dessins animés, de structures dans le dessin animé qui sont des êtres intermédiaires, des volatiles, qui apparaissent, qui disparaissent dans des nuages. Je crois qu'il y a une modernité des peurs. Les phobies se modernisent comme tout le reste, quoi. Puis on en voit de plus en plus, donc on s'habitue. Il y a quelques années, quand il y avait un film d'horreur, c'était le film d'horreur. Maintenant, il y en a 200 par jour, quoi. Donc, alors, quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a des adolescents qui adorent ça, les films d'horreur. C'est un point pour moi d'intérêt et un peu d'inquiétude, quand même, parce que je comprends que ça peut être un spectacle, hein, c'est pas ce que je dis, mais n'aimer que ça... oui. N'aimer que ça, Mais il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça, c'est-à-dire que
depuis, allez, on va dire, une quinzaine d'années, voire aller un peu plus. Il y a quand même énormément de violence Alors ça, et on n'a pas... On balance ça à la télé parce qu'il y a des écrans de pub et que ça fait tourner le commerce, on va dire, mais on n'a pas de recul par rapport à ça. On ne sait pas ce que ça va, l'impact que ça va avoir sur les générations futures. Et quand il va avoir 50 ans, comment ça va se passer? alors, Ces gamins qui ont pris du sang et de la violence en permanence. alors c'est quand même, c'est plus vieux que ce qu'on dit à la télévision, quoi. Oui, la différence, c'est Il y a un peu plus, non, mais il y a un peu plus de 20 ans que la violence augmente partout, dans toutes les civilisations et dans tout, dans tout. La violence, c'est drôle ce que je vais dire, hein. La violence, c'est un passage à l'acte lorsqu'il n'y a pas de maîtrise et de cadre, quoi. Pourquoi puis lorsqu'il y a un doute de l'image de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, tu deviens violent quand tu comprends plus, quoi, quand tu réfléchis plus. On le voit en voiture, un type te fait un truc à côté, tu deviens violent, quoi. Une fausse manœuvre. Puis si tu réfléchis un peu, tu dis pourquoi je perds aussi autant maîtrise de moi-même. Et alors c'est pour ça que j'adore le rugby, quand je vois ces colosses de 130 kilos respecter l'arbitre par rapport aux footeux qui tombent, font des 6 bagrés, là, je dirais, vive le rugby, quoi, tu vois. Parce que il y a carton jaune ou carton rouge, ils ne discutent pas, quoi. Même Dupont, qui a un carton rouge sous colbé, il ne discute pas l'arbitre, il est suspendu 4 matchs, et c'est le meilleur joueur du monde, quoi. Et pourquoi le rugby est intéressant? C'est une violence organisée, quoi. J'ai des valeurs derrière. Non, mais et ils ont fait une expérience à Sarcelles, en banlieue parisienne, d'un club de rugby qui a eu des valeurs incroyables. Comme quoi ça marche, hein? Hein? Ça marche. Ça marche. Non, je crois que le sport est une jolie voie. Les sports de combat, les sports de combat, les sports de combat, c'est se maîtriser, c'est pas démolir. Et regarde le progrès aussi de la boxe chez les filles, après les titres olympiques, et combien de filles maintenant que je connais font de la boxe comme sport, c'est bien ça aussi. Et le rugby d'ailleurs aussi. Le rugby, j'avais assisté à un stage avec Pierrot Villepreux, le grand arrière de l'équipe de France, qui m'a demandé d'examiner les équipes européennes féminines. J'étais allé, je dis, oh, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'avais tort. Elles jouent comme les Boniface, elles jouent mieux que les garçons. Passe au croisé, coup de pied par-dessus la suivre. Déjà, puis le plaque. Moi j'avais joué, elle plaquait, puis elle plaque. Tu avais joué avec eux, avec elle? Ouais, j'ai joué contre elle. Elle plaque. T'as le judo aussi qui est un petit peu comme ça. Le judo aussi, voilà, bien c'est sûr. la maître Gigro. Oui, il y a des sports intersexes qui sont intéressants, mais tous les sports deviennent intersexes. Comme les pilotes d'avion, les chirurgiens, etc. Oui, parce qu'en fait, on est quand même dans un cadre où on doit respecter les choses, mais c'est ça qui nous renforce aussi. C'est quand on dit remettre de la loi dans les banlieues sans loi, c'est ça, c'est remettre du cadre, quoi. Le respect de la loi, c'est le respect de l'autre, surtout. C'est pas respecter la loi, c'est respecter l'autre comme équivalent de toi. L'altérité, c'est l'autre pour être moi. L'autre, je ne peux pas agresser l'autre parce que maintenant je m'agresse, quoi. Donc c'est ça. Et donc, quand on dit la loi, on devrait dire plutôt remettre de l'altérité, quoi. Je préférerais ce terme, enfin, ou un terme plus simple. Oui. Respect de l'autre, quoi. Respect de l'autre différent de respect soi. de soi, respect de l'autre. Respect de soi, respect de l'autre, ce serait une formule qui m'irait mieux, quoi. Très bien. Selon toi, l'obsession des parents aux yeux de leur enfant, c'est vraiment de vouloir être parfait à leurs yeux, de vouloir absolument leur plaire, d'être un modèle. Il faut être un parent moyen, il faut valoir 12 sur 20. Vraiment. Non, il ne faut pas être un parent moyen. Ne vous cassez pas la tête. N'essayez pas d'être trop bon. Ça risque d'être dangereux pour l'enfant. Non. Soyez moyen. Allez, 12 sur 20, c'est bien. J'ai ça à mon fils, il me dit, tu vois, il a raison. Non, plantez-vous un 12 sur 20 comme parent. C'est Winnicott qui a dit Good enough mother, mère suffisamment bonne et pas trop bonne. On le voit bien avec ces parents géniaux qui sont les parents adoptants, c'est la chose la plus belle de l'humanité, mais qui veulent être tellement bien que parfois ils en sont casse-pieds, quoi. Soyez médiocre dans le temps, mettez-vous en colère, soyez inattentif, pensez à autre chose. Si il y a un match de rugby, je m'en fous de Louise, je vais voir le match de rugby, quoi, tu vois, je suis pas un bon grand-père. Je regarde le 15 de France ou surtout Toulon. Hein. Ah oui, c'est quelque part si, t'es un bon grand-père.
Je suis C'est à 12. un grand-père en moyenne. C'est ça qui est bien. Comment tu expliquais cela, en fait? Comment? Comment tu expliques qu'il faut être à 12, être médiocre, on va dire? Mais parce que si tu donnes trop à quelqu'un, il en veut toujours plus. Il y a une boulimie affective. Tu crées une forme de... Si tu donnes, allez, un bonbon, 2 bonbons par jour, et un paquet de bonbons, t'y vas, quoi. Tu vas finir le paquet. On le voit bien tous et toutes au chocolat, tu vois. T'as une barrette de chocolat près de la cafetière. Allez, un morceau, un autre, et un autre. On fait pareil. La tablette, elle est mal, hein. Elle est mal, la tablette. Ouais, tu fais l'écorche vendredi, le mardi, il n'y a plus rien. Ouais. En gros, Puis là, j'ai reçu, moi, j'adore la pâtisserie sicilienne, qui est la meilleure du monde, quoi. Pâtisserie qui mélange l'Afrique du Nord, les Normands, l'Italie, enfin, la Grèce, enfin, c'est une pâtisserie fabuleuse. Et là, j'ai un pote qui a émigré là-bas, qui est retourné en Italie, qui m'envoie de temps en temps des pâtisseries siciliennes. Je les cache chez moi pour les manger seul, quoi. Ah oui. Je les cache. C'est pas pour pas les voir. C'est pour pas que les autres... Je les cache pour que les autres les mangent. Très bien. Cela t'est arrivé dans ta carrière de subir un échec? Ou qu'un gamin te fasse peur et te dise non, là je peux pas? J'ai eu plein d'échecs dans ma carrière. Mais un qui t'a vraiment marqué? Ah oui, il y en a qui m'ont marqué. J'ai eu des échecs au début de ma carrière quand je m'occupais des anorexiques et ça s'est mal terminé pour eux, quoi, et pour moi, quoi. Et le reste, je garde ça en mémoire. Des suicides aussi que j'avais pas senti venir, quoi. Des consultations nulles où j'étais pas en forme, quoi, parce que j'étais préoccupé ou fatigué ou inattentif ou pas clair, quoi, même avec ce qu'on m'a proposé ou ce qu'on me demandait. Oui, non, les échecs font partie de la carrière d'un pédopsie, ouais. Et en même temps, mon maître Tatoussian, une fois j'étais interne et j'ai fait un exposé aux autres internes sur le suicide chez l'adolescent. Et je suis dithyrambique sur les moyens. Puis il me dit, on va manger ensemble, je dis d'accord. Et il me dit, c'est bien ce que tu as fait Marcel, mais tu sais, parfois quand quelqu'un a décidé de mourir, on ne peut pas l'empêcher. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que ça m'a aidé lorsque j'ai eu ces échecs, ce discours de ce maître en disant, ne sois pas mégalomane avec les propositions thérapeutiques. De temps en temps, ça ne marche pas. Et c'est un énorme auteur, Bisanger, qui est phénoménologue et qui travaillait en Suisse et qui, un jour, voit une patiente, elle va bien, c'est une mélancolique, et donc il comprend qu'elle a pris une décision mortelle. Et il la laisse aller se suicider en le disant au mari. Elle a décidé ça, c'est la voie qu'il faut respecter. Pas rien. C'est pas étonnant que les Suisses aient légalisé l'euthanasie avec cette sorte de penseur très, très anticipant la problématique humaine, quoi. C'est difficile de constater ces échecs-là, notamment qu'après il y a un décès, c'est difficile à vivre pour un professionnel de se poser toutes ces questions et de sentir que voilà. Mais c'est pas facile aussi pour un proche ou même quelqu'un. Moi j'ai quelques amis qui sont suicidés et tu ne le vois pas venir. Tu te demandes même parfois si c'est pas un meurtre déguisé en suicide. Mais moi, quand j'étais externe, alors il y avait bien longtemps, on était en chirurgie vasculaire avec un collègue, et bon, on ne servait à rien, on piquait sans arrêt, on faisait des tests de coagulation, quoi. Et puis un jour, il n'est pas venu, donc je gueulais parce que c'est moi qui me faisais toutes les prises de sang, quoi. Il n'est pas venu une semaine, il s'est suicidé en se mettant par terre au gaz dans la cité universitaire, quoi. J'avais rien senti venir. C'est fou ça. J'avais pas senti qu'il était mal, quoi. Mais on parlait, on allait boire des cafés ensemble. Oui, bien sûr. Cela t'est arrivé que des adultes viennent te voir parce que justement ils se comportaient comme des ados ou des enfants. Ouais, j'ai eu une femme de 50 ans qui m'a dit, là, il y a quelques années, je vais voir un pédopsychiatre. Je lui dis, pardon, oui, parce que j'ai un problème très particulier. Alors je lui dis, ben, venez. Elle vient, elle me dit, voilà, je vomis, mais ma famille ne le sait pas, et donc j'ai un problème de vomissement depuis que je suis adolescente. Et donc on a travaillé ça. C'était incroyable. Comment tu expliques qu'elle soit venue voir un pédopsychiatre? Parce qu'elle le disait, c'est un truc qui remonte à mon adolescence. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai commencé ce symptôme
que j'ai gardées, quoi. Donc, et là, on a fait dans la clinique où on est, là, on a fait une unité de jeunes adultes qui est très intéressante pour la pédopsychiatrie. Pour les 20 à 30 ans, tu vois, les 18 à 30 ans. Suite de la pédopsychiatrie, parce que ça s'arrête quand la pédopsychiatrie, tu vois. Ouais. C'est quoi Ouais. Et puis le passage, si quelqu'un n'a pas fini d'être traité, parce qu'il a 18 ans, on s'arrête, c'est idiot, tu vois. Il faut des espaces intermédiaires à la Winnicott, justement, des structures intermédiaires de soins. Puis il faut. Moi, j'ai toujours rêvé de l'hôpital par tranche d'âge plutôt que par maladie, quoi, tu vois. Ouais. Ça m'aurait plu, ça. Ouais. Et hôpital du sujet plutôt que hôpital du malade plutôt que hôpital d'organes, quoi. Oui. Mais bon, c'est une réforme un peu difficile à mener, ça. As-tu reçu aussi en consultation des familles dans lesquelles il y a eu de l'inceste? Oui, beaucoup. 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 Ça a augmenté ces derniers temps ou c'est à peu près On en parle plus? Ça, je pense que ça a toujours été identique et que maintenant, la parole de l'enfant s'est libérée, quoi. La parole de l'enfant s'est libérée, on prend en compte la parole de l'enfant, quoi. Donc c'est un énorme progrès. C'est un énorme progrès du respect de l'enfant, quoi. Il y a encore des zones d'ombre, notamment, je crois, les histoires entre frères et sœurs, quoi, qui sont encore peut-être encore en deçà de la réalité, quoi. Peut-être qu'il y en a plus que ce qu'on dit. Il faudra peut-être avancer encore plus dans la possibilité pour une petite fille de dire, quoi, alors qu'elle n'ose pas, parce que je sais pas. On va essayer de me faire un petit peu l'avocat du diable, là. C'est difficile quand même de déceler le vrai du faux. Est-ce que selon toi, quand un gamin commence à parler, il y a quand même 100% de chances qu'il y aurait eu quelque chose de pas clair derrière? En tout cas, il faut avoir cette attitude. En tout cas, il faut prendre au sérieux sa parole. Comprendre. L'affaire du signalement. On est tenu au signalement lorsqu'un enfant nous dit quelque chose. Donc là, excuse-moi de t'interrompre, mais là par contre, le devoir de réserve de... Non, il n'y a pas de secret médical qui tienne de ça. Tu dois signaler. Comprends bien les choses. Tu n'es pas brigade des mineurs et tu n'es pas juge. Mais tu sais. Le signalement, c'est simplement porter la parole de l'enfant. Après, c'est à la brigade des mineurs de filmer, comme l'arrêté Guicou, pour éviter le traumatisme de la répétition, et au juge de décider s'il y a non-lieu ou non. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est oui, la parole de l'enfant. Tu es pas pour pénaliser, tu es là pour alerter. Je suis là pour signaler. Pour signaler, moi et les autres, les enseignants, les ATSEM, tout le personnel qui a à voir avec l'enfant. On ne peut pas laisser une parole de l'enfant suspendue. Il faut signaler. Voilà. Après, le reste ne me concerne pas. Le consentement sur la loi entre personnes qui ont plus de 15 ans, en fait, moi je trouve ça un peu fou de mettre des âges dessus. Alors il faut bien mettre une date, mais pourquoi pas 14 ans, 8 mois et 10 jours. Ah, mais la question est plus sociétale, quoi. Par exemple, faut-il ou non abaisser le droit de vote à 16 ans? Si on fait un référendum sur l'écologie, comment faire que les 16 ans ne votent pas, tu vois? 14-16 ans ne votent pas alors que c'est leur passion actuelle. Donc il y a ça. Consentement, lorsque un garçon de 18 ans, 19 ans est amoureux d'une fille de 16 ans et qu'il a des relations sexuelles avec elle, alors que les parents acceptent qu'ils viennent dormir ensemble à la maison. Est-ce que c'est détournement de mineurs ou histoire amoureuse? Donc, et il y a un truc qui est assez extraordinaire, il y a deux notions qui sont importantes. Longtemps, la première relation sexuelle, ça a été 17 ans et quelques. Maintenant, c'est 14 ans et quelques. Donc, à partir du moment où la première relation sexuelle est 14 ans, on voit que les choses se modifient, quoi. Et que c'est vraiment très compliqué de savoir les limites, quoi. Les limites sociétales, quoi. C'est plus une question presque de sociologie que de psy, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est difficile d'avoir une loi parce qu'en fait, chaque cas est quand même très particulier, quoi. Et puis t'as parfois des histoires troublantes, quoi, dans lesquelles tu ne sais pas quoi répondre. Un truc très très particulier qui m'étonne beaucoup et que j'observe beaucoup, c'est le fait que les parents acceptent que les petits couples dorment chez eux en couple, quoi. Un peu plus les parents de garçons que les parents de filles, mais les parents de filles aussi. Et donc, donc accepter une sexualité précoce de ces enfants,
de manière commensale, sous son toit. Alors qu'avant, c'était voiture à la plage, chez la grand-mère, enfin, on se débrouillait autrement, quoi. Et là, maintenant, c'est plus... je reste dans ma famille, et même, on le voit avec l'effet Tanguy, les gosses qui n'arrêtent pas de faire des études, et qui restent jusqu'à 30 ans chez eux, et après, les gosses plus isolés, enfermés avec Internet et hashish, et qui ne sortent plus de leur chambre, et qui sont les questions les plus difficiles de la psychiatrie. Hein. Comment intervenir, ils veulent peur. Moi, l'autre jour, en vidéo, en consultation vidéo, une famille m'a appelé, quand j'ai été en contact avec la famille, donc j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de lui parler en vidéo, il a sauté par la fenêtre du premier étage pour pas me parler, quoi. Tu vois, donc... C'est un vrai problème aujourd'hui. Alors, il y a les drogues douces. Donc, ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gamins que tu dois rencontrer dont les parents s'inquiètent justement parce qu'ils utilisent du cannabis, du hashish, de la verre. Ouais, le cannabis, alors le cannabis, c'est la dépénalisation, quoi, le fameux débat, quoi. Alors mes copains addictologues, donc Amin Benamina, que j'aime beaucoup, dit il faut dépénaliser, d'accord. Mais moi je réponds quoi? Moi je vois une fois par mois un garçon, une fille qui, abusant du hashish, c'est pas le pétard du samedi soir dont je parle, hein, C'est 10 pétards par jour, quoi. qui peut ne pas fonctionner sans pétard. Je vais à l'école, d'abord je fume, à midi il faut que je m'isole pour fumer, le soir je fume, etc. Et il y avait une jolie pub là, d'un gosse en classe, un gosse après la protection, elle est jolie cette pub à la télévision en ce moment. Et donc ceux-là, parfois ils rentrent dans une pathologie mentale qu'ils n'auraient peut-être pas exploré que le hashish est un révélateur. C'est pas le hashish qui crée la maladie, mais le hashish la révèle. Donc à la limite, oui à la dépénalisation pour les non fragiles. Comment je sais si quelqu'un est fragile? Ça, c'est un gros débat, ça. Tu vois, c'est un vrai problème. Puis alors, tu dépénalises à 18 ans, c'est les adolescents qui consomment. Donc tu dépénalises à 18 ans, et eux, tu ne dépénalises pas. La vodka, l'alcool est interdite. Ils disent, je vais vous l'acheter pour ma mère. Comment on fait? Les commerçants, ils ne vendent pas la vodka aux mineurs alors que c'est la loi de ne pas vendre. Et en plus, tu as des phénomènes inquiétants aussi. Quand tu sais que fumer du tabac à 12-13 ans, ça entraîne 17 fois plus de chances d'être consommateur de hashish après. Donc les vraies addictologies, c'est l'alcool et le tabac. Hein. Oui, c'est sûr. Des enfants des ados qui en étaient au-delà des drogues douces et qui étaient dans les drogues dures. La cocaïne, le prix diminue de la cocaïne. Le prix diminue, donc effectivement, puis il y a des gosses qui sont pas toxicomanes. Ils veulent se désinhiber, ils boivent, ils veulent danser toute la nuit, ils prennent de la coke, ils veulent avoir des impressions curieuses, ils prennent de l'acide, quoi. Tu vois, donc ils sont... et n'oublions pas les produits, les médicaments. Le Valium, le Xanax, qui ont des effets... il y en a qui dealent les médicaments aussi. Hein. Donc... Force ordonnance, etc. L'alcool, enfin, tout ce qu'on peut. Mais depuis toujours, les gens étaient toxicomanes. Quand on regarde les représentations étrusques romaines, quoi, des vrais toxicomanes, hein. Les bacchanales, le côté sexe et produit, image de soi aussi, être plus à l'aise lorsqu'on est inhibé et timide, quoi. Je crois que la toxicomanie fait partie de l'être humain, hein, vraiment. On a même des addictions. Si je parle des goûts, par exemple, qu'est-ce que tu préfères comme légumes, comme fruits, comme vin, Côte du Rhône Nord, Bordeaux, Bourgogne, vins locaux, vins d'Aix, etc. Châteauneuf-du-Pape, tu vois, tout ça, c'est des choix de toxiques, quoi, auxquels on adhère dans une façon d'être au monde des plaisirs, quoi. Ça fait partie de la jouissance de Bacchus, de Dionysos. Tout à fait. Quels effets, notamment la cocaïne, tu disais que le prix baissait, quels effets elle a sur le cerveau pour agir sur le comportement de gens? Techniquement, comment ça se passe? Alors à distance, il y a des zones. Par exemple, on sait que le tabac, par exemple,
fixe très très tôt une addiction de certaines cellules des noyaux gris centraux. C'est incroyable, au bout de quelques fois, tu as une dépendance au tabac. C'est prouvé par les IRM, les PET scans, etc. On voit les trucs. Alors, la question du hashish prolongé entre les vieux fumeurs, c'est que, quand même, après, ça entraîne chez eux un peu des troubles de la mémoire, des déficits cognitifs réels, quoi. Tu vois, ils sont un peu plus mous, un peu plus cool, un peu plus... Ouais, un peu plus largué. Un peu plus baba cool, un peu plus fixé dans une adolescence un peu décalée, quoi. La coque risque d'entraîner quelque chose qui a à voir avec la bipolarité, quoi, avec le fait des troubles de l'humeur, quoi. Parce que quand... Voir la schizophrénie même presque, on peut aller jusque là, non? Ouais, voir l'arrivée des... Moi j'ai une histoire incroyable. Quand j'étais interne, on m'avait fait prendre en charge le maniaco-dépressif de Naples parce qu'il était napolitain, il venait à Marseille faire le fou, il dépensait des millions, puis il était emprisonné parce qu'il n'avait pas de quoi payer, puis à l'hôpital psychiatrique, on le relâchait parce qu'il était fou, quoi. Il retournait à Naples, il revenait. Donc il revient comme ça 2 ou 3 fois à Marseille à faire le fou maniaque, faire des frais, et moi je le voyais régulièrement. Et j'ai dit, purée, mais en italien, tout ça, j'ai dit, je vais le faire en français, en italien, parce que c'est plus joli en italien, mais bon. Et alors je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, c'è tre sorte di personaggi nel mondo. Il y a 3 sortes de personnages dans le monde. L'uomo da leone, l'homme qualunque chi lo sa, et l'altro. Donc l'homme du lion, l'homme quelconque qui le sait, et l'autre. Alors je dis, et il me dit, toi tu es un homme da leone. Et je dis, merci, tu es un homme du lion. Et moi, je suis un homme quelconque qui le sait, et qui peut me croire da leone et prendre de la cocaïne. C'est génial. C'est génial. C'est l'explication de la toxicomanie chez ce type fragile qui avait compris ses fragilités et qui les exacerbait pour les repérer, quoi. La facilité que les jeunes ont aujourd'hui, alors ça ne date pas, c'est un peu lié avec ce qu'on disait sur la violence, mais c'est vrai que voilà, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, les jeunes ont beaucoup de facilité pour avoir accès au porno, notamment. Voilà, on a beau flouter les scènes des filles sur Instagram, voilà, tu as leur nom, tu tapes ça sur Google et tu trouves tous les films que tu veux dessus. Donc on se cache derrière un peu le petit doigt. La question c'est comment, je dirais, arriver à faire prendre conscience à ces jeunes-là que le sexe, c'est pas forcément du porno. Mais je pense que la question est intéressante parce que la pornographie fait partie de la sexualité. Si on retourne à Naples, tiens, puisqu'on est parti de Naples, on va au musée archéologique et il n'y a pas plus pornographique que les représentations romaines des bacchanales, justement, au musée archéologique de Naples. Mais la différence entre les images qu'on voit, c'est relations entre animaux, et des hommes, etc., des trucs dégueulasses qui n'ont rien à voir avec la sexualité, quoi. Ou alors un échangisme scandaleux. Il y avait dans Starmania, là où je suis allé l'autre jour, l'héroïne qui est prise par les opposants, quoi, une sorte de presque de viol collectif. Et c'était pas agréable à regarder, à vivre, quoi. C'est-à-dire que la pornographie, si elle est dégueulasse, elle gêne la sexualité. C'est-à-dire que plutôt que d'être une facilitation de la sexualité, elle est gênante. Et donc je crois que pour protéger les enfants, je crois qu'il faut, et c'est l'éducation sexuelle, quoi, qui les protège, c'est de parler de sexualité aux enfants, ou plutôt de faire parler aux spécialistes la sexualité aux enfants. Par exemple, tu envoies ton garçon voir son médecin généraliste, tu payes une consultation pour qu'il parle de masturbation, de sexualité, et tu envoies aussi ta fille voir son gynécologue, par exemple, pour qu'il parle aussi de la sexualité, du plaisir féminin, ou une gynécologue, c'est encore mieux, parce qu'elle connaît mieux ça que le gynécologue, tu vois. Et donc, les parents sont pudiques, car la pudeur, c'est le médicament générique qui protège non seulement des sévices, mais aussi de la pornographie, quoi. La pudeur, par exemple, la pudeur, c'est aussi quand l'enfant veut prendre son bain tout seul, pas être nu devant son enfant, qu'il aille au cabinet tout seul, qu'il s'essuie seul, qu'il s'habille seul. Tu vois. La pudeur, c'est une vraie protection de risque
qui entraîne la pornographie, c'est-à-dire masturbe-toi devant l'écran, puis après que ça passe en boucle devant des salopards qui disent qu'ils ont l'âge de la jeune fille avec laquelle ils communiquent. Tu vois. Et donc, la nouvelle loi sur les sites, sur repérer les sites, etc., est une bonne loi qui a été prévue par Claire Hédon, le défenseur des enfants. J'espère que les députés légaliseront. Les députés, tu vois, sont toujours en retard. Parce que les députés font une loi quand la société impose cette loi, dont on est en train de discuter. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, les députés. Oui, il y a beaucoup de latence. Ouais, mais... La problématique, c'est qu'une fois que la loi est votée, il y a déjà eu 2-3 autres problèmes qui ont été créés et qui font encore faire d'autres lois. L'autre jour, à un congrès en vidéo, on parlait du harcèlement, et il y a une question dans la salle qui dit « Bon, c'est bien gentil ce que vous dites, mais là, il y a des gosses harcelés, d'accord, mais il faut bien travailler, il faut bien réfléchir. » Il est gentil, le mec, de dire « Il y a qu'à, mon pote, qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'est-ce que tu fais, toi ?» Cette loi propose quoi, alors? Hein? Cette loi propose quoi? La loi propose vraiment un repérage, de condamner les sites de condamner à des amendes financières graves les sites, etc. Une formation aussi pour les policiers, pour les parents, pour les enseignants, une loi à plusieurs volets qui permettra déjà d'éviter certains. Il y aura des trous dans la raquette, mais on évitera déjà beaucoup de choses. Donc, la loi est utile. On parlait de la loi dans les banlieues, la loi est utile aussi dans ce registre. Cela t'est arrivé d'avoir en consultation 2 jumeaux. Oui, mais ça, j'aime. Alors, pour les jumeaux, moi j'ai un grand maître, c'est René Zazot, le paradoxe des jumeaux. Zazot, il dit quoi? Il dit les jumeaux homozygotes, les hétérozygotes, comme ma mère et mon oncle, c'est autre chose. Ils ont le même capital génétique, c'est un œuf coupé en deux, une parthénogenèse. Ils sont élevés en même temps. Mais, il ajoute ce troisième item, c'est un couple avec un dominant et un dominé, et ils ne supportent pas de se séparer. Et quand les jumeaux, comme j'ai vu, épousent des jumelles, alors là, le drame est en route, je me suis régalé. S'ils ont des jumeaux, alors là, ça ne sort plus. Alors, les jumeaux, je vais te dire un truc qui est incroyable. Il y a une culture en Afrique qui s'appelle les Dogons, qui croient que une grossesse normale, c'est-à-dire une grossesse d'un seul enfant, c'est une grossesse qui a échoué. Il y a un jumeau qui est mort dans le ventre, etc. Et donc, ils ont le pourcentage de gémellité le plus fort du monde. Une croyance entraîne une gémellité. C'est fou, ça. Incroyable. Comme quoi? Comme quoi, ouais, ils s'en passent le Nord. Quand tu as rencontré des jumeaux, est-ce que c'était arrivé qu'ils aient carrément 2 problématiques qui avaient strictement rien à voir l'un l'autre? Ou alors ils avaient la même problématique et il fallait qu'ensemble ils arrivent à la combattre? Alors, je pense à 2 jumelles qui étaient anorexiques l'une et l'autre. Et je ne savais pas qui avait commencé. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur qui imitait l'autre. Et finalement, elles ont correctement évolué. Et j'ai jamais su qui avait commencé. Des enfants dont les parents étaient dans des sectes et ces enfants sont sortis de ces sectes. En fait, on a rencontré pratiquement tous les cas de la société, des problématiques qu'on peut rencontrer, mais est-ce que ça t'est arrivé, ça? J'avais été expert pour la secte du soleil, là. Donc j'avais vu tous les enfants de cette drôle d'engeance. C'est le temple solaire, ouais. Lors de et les enfants étaient compliants, victimes et compliants de tout ça. Et après, ils se sont échappés, sont barrés, on ne les a pas vus. Les sectes et les religions, car elles dérivent vers une secte, le psychiatre se tait à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas trop... Le sectarisme dans les faits religieux ou sectaires, ou communautaires, c'est un truc sur lequel tu ne veux pas trop intervenir. Par contre, de temps en temps, tu as des jolis trucs. J'ai une maman de Nice qui est venue me voir parce que ses enfants voulaient partir en Syrie combattre. J'ai jamais vu ces enfants, mais j'ai reçu la mère régulièrement qui dénonçait ses enfants chaque fois qu'ils prenaient un billet d'avion pour Istanbul. Je trouvais la mère géniale. Et ils ne sont pas partis, parce qu'après ils ont trouvé 2 filles, ils ont eu des enfants, donc elle a protégé ses enfants, et ils restent complètement radicalisés, mais en tout cas, elle les a fait survivre, et ils ne sont pas morts dans le désert de Syrie. Aujourd'hui, depuis
c'est un peu plus récent que le porno ou la violence, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes, on va dire, c'est plutôt ça, qui souhaitent devenir des femmes. Ça Les s'appelle dysphories de genre. voilà, le transgenre. Moi, j'en vois beaucoup. T'en vois de plus en plus. Beaucoup. 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 Et on a fait avec une prof de pédopsychiatrie, là, il y a 2 centres spécialisés, la Salpé et Bordeaux, et on va essayer d'en faire un à Toulon pour justement accueillir les dysphories de genre avec les familles, travailler avec eux, voir le traitement hormonal ou non à la puberté, pour éviter la puberté, et voir, voir ce qui se passe après, transsexualité ou non, c'est une autre chose que les transgenres, quoi. Mais en tout cas, respecter ces positions, ces garçons qui veulent devenir des filles qui veulent devenir des garçons, et pas faire de thérapie de conversion, pas être dans des thérapies qui changent, qui leur font changer d'avis, des thérapies dans le fond agressives sur leur comportement. Et donc moi j'en vois beaucoup, et je suis frappé par quelque chose, par l'extrême tolérance des parents quand même, avec des hésitations au début, mais après les pères qui résistent un peu, puis finalement qui acceptent, un grand-père isolé qui veut plus voir son petit garçon qui veut s'habiller en fille, et puis finalement, par exemple, Louise me disait l'autre jour, à la sortie de l'école, elle me parlait de plus tard, elle me disait, peut-être que je vivrai avec une fille. Je dis, peut-être, hein. Donc à 7 ans, hein. Elle me dit, parce que tu vois, mes 2 copines, elles ont 2 mamans. En classe, il y a un couple de lesbiennes qui scolarise sa fille, qui est copine avec ma petite fille. Donc à partir du moment où dans la société ces choses-là se voient, et il n'y a plus, comme avant, l'homosexualité cachée, méprisée, avec l'homophobie qui existe encore, malheureusement, dans des tas de pays du monde. Et donc, tu vois, le fait est, dans la manifestation contre le mariage pour tous, là, j'avais été appelé par les manifestants, alors j'étais allé discuter avec eux, et je lui dis, mais dites-moi là, avec les gosses qui manifestent avec vous, il y en a qui vont devenir homosexuels, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il était stupéfait, je lui dis, bien sûr. Donc, vous adorez le garçon ou la fille qui vivra avec eux. Et ce sera une relation d'amour que vous accepterez, quoi. Et donc, je trouve que un des progrès de la société, c'est d'accepter les différences ou les trajectoires différentes, quoi. De toute façon, les pédopsychiatres, ils passent leur temps à voir des choses bizarres, donc ils ne peuvent pas être contre, quoi. Je partage ton avis là-dessus, en fait. Mais sociologiquement, ça peut s'expliquer comment? Le fait que tu en vois davantage depuis quelques années. Mais parce qu'ils demandent de comprendre, quoi. Finalement, le pédopsychiatre, c'est peut-être le véritable médecin généraliste de l'enfant. Parce qu'il s'intéresse. L'enfant malade, moi ça m'a beaucoup intéressé quand j'étais en pédiatrie, l'enfant cancéreux notamment, mais l'enfant greffé. Mais en même temps, un enfant, ça a des peurs, ça a des parents, c'est scolarisé, ça a des amis, ça a des troubles, et donc, tu vois, c'est le côté généraliste qui fait que. Et puis, je trouve que la pédopsychiatrie, en la vulgarisant, ce qui a été mon travail, j'ai essayé de vulgariser la pédopsychiatrie. La vulgariser, c'est pas vulgaire, hein. Finalement, les parents regarde, je te donne un chiffre, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais à peu près 4 à 6% de consultations spontanées, de parents qui venaient me voir spontanément. J'en suis à 75% maintenant, des parents qui viennent spontanément me rencontrer. Donc ça a réussi, quoi. Et c'est pareil pour tous les pédopsychiatres, hein. On voit la demande et la difficulté d'avoir un pédopsychiatre, d'ailleurs. Très bien. Allez, on va faire un grand mot en avant. On a commencé par ton premier souvenir d'enfance. Et maintenant, tu viens de mourir, je suis désolé. Tu viens de mourir, je suis désolé. Ouais. Voilà, tu es mort. Et on va dire, si le paradis existe, et si c'est Saint-Pierre qui a les clés, quelle est la phrase que tu aimerais qu'il entende, enfin, qu'il te dise? J'aimerais bien cette question, Pierre Ascenso, mon ami qui est décédé, on avait parlé de ça à un moment donné tous les deux. Et il m'a dit, moi je vais être enterré par des chevaux, et qu'on m'emmène au cimetière, traîné par une corbière des chevaux jusqu'à l'église, et qu'on m'enterre dans le petit cimetière à côté. Je dis, pourquoi?
Pas comme ça, vous parlerez longtemps de moi pendant que je vais dans mon dernier message. Et j'ai beaucoup aimé aussi la phrase d'Orviller, la rabbine, là, qui dit « Quelqu'un mort qu'on ne pense plus à lui ». Alors, je voudrais que, quand je serai enterré, et pas en crémation, enterré, on ne sait jamais si on peut revenir un jour, donc je voudrais qu'il parle de moi et qu'il raconte des anecdotes me concernant au départ. Et qu'il fasse un repas, un peu comme font les Corses, où on est logé dans la plus grande maison du village, tout le monde amène à manger, et on parle en mangeant du disparu ou de la disparue. Je trouve que ça c'est une belle formule. On parle de lui, on parle d'elle, dans le fond, on le fait vivre alors qu'il est mort, quoi. Donc je voudrais vivre alors que je serai mort. Et vraiment, j'aimerais bien être à mon enterrement, parce que j'assisterai avec volupté au dernier moment, et ça va un peu me manquer quand même. Et il va te dire quoi alors finalement? Hein? Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Oh, mais il me fera consulter au paradis, je suis sûr. Tu vas aller là-bas, tu vas faire pédopsychiatre. Oui, je vais faire pédopsychiatre. Dès que je suis au paradis, je suis pédopsychiatre. Ah, il y a du monde. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu vas le voir? Je vais lui dire que ça a été dur avec les lions, mais tu as bâti une belle église, et grâce à Saint-Paul qui a fait du marketing, vous avez réussi une belle carrière. J'aimerais bien voir Saint-Paul aussi. Je trouve qu'en marketing, c'est le plus fort. Lettres aux épîtres, je trouve. Ah oui, là quand même, là il en a fait... Ça, c'est un modèle, quoi. Ouais. Et puis peut-être, si je peux, si j'ai le droit, si le Christ est par là, je demanderai pour qui il voterait, s'il votait. Ah, ben tiens, il y a une que je vais pas poser, mais je vais te la faire. Imaginons que tu sois élu président de la République. Qui, moi? Ouais. Alors déjà, ne me prends pas comme Premier ministre, je te le dis de suite, je refuse. Si l'idée te traverse l'esprit le soir de démence. Ce serait quoi les premières mesures que tu jugerais importantes de prendre? Celles où tu as les pleins pouvoirs, on va dire, sur ce problème. Alors, je réglerai le problème des retraites. Et je dirais, on prend sa retraite quand on veut. Parce que la retraite, c'est pas collectif, c'est individuel. Et c'est génial, parce que si tu fais un métier qui t'emmerde, tu t'arrêtes quand tu veux. Et si tu as un métier qui te plaît, tu le continues tant que tu veux. Et donc, si tu continues, tu cotises, tu renforces les retraites, comme ça tu fais des économies à l'État. Et si tu prends ta retraite, tu l'as méritée parce que tu as eu un travail pourri et que tu veux vivre des beaux moments de ta vie. Et si tu es pauvre en plus, il faut faire attention parce que tu dois prendre la retraite plus tôt pour vivre plus vieux que les riches et qui vivent plus vieux que les pauvres. Donc je ferai ça. Et puis j'attaquerai le concept faux d'égalité des chances qui n'existe pas. J'égaliserai les chances. Comment procéder? Eh bien, par exemple, ce qu'on fait dans les Hauts-de-Seine, là, avec les gosses placés à l'aide sociale à l'enfance, on va faire une maison d'avenir pour que les bons élèves réussissent des carrières universitaires supérieures avec des étudiants de Nanterre qui vont avoir un salaire étudiant pour leur donner des cours. Et ils auront des allégations, ils seront avocats, ils seront chirurgiens, bien qu'abandonnés, quoi. Et là, on aura égalisé les chances. Quand il y aura un paquet de gosses abandonnés, maltraités, qui deviennent des gens puissants dans la vie, ils seront plus attentifs aux fragiles que les puissants qui croient qu'ils le méritent, quoi. Donc en fait, l'éducation, ça reste très très important, c'est un cheval de bataille, quoi. Ouais, dans le fond, pour être heureux, c'est Freud qui l'a dit. Il y a des cariatides. On retourne à Toulon, les cariatides de Puget. Il faut aimer et comprendre. Et si tu aimes et tu comprends, tu peux rouler carrosse. Merci beaucoup, Marcel. Salut.